Du coup, on avait installé notre AD. Donc maintenant, on voit bien que c'est installé parce qu'on voit notre nom de domaine, là, le début de notre nom de domaine. 1, 2, 3. Soleil, on reprend notre classique. Là, on va rajouter notre deuxième disque dur. Donc, bon, j'aurais dû le faire à froid, mais normalement, on peut le faire à chaud. Mais je conseille quand même de rajouter le disque dur à froid, c'est-à-dire quand la machine est éteinte. Des fois, il peut y avoir des petits bugs et que le disque ne se remette pas forcément bien en route si on a branché à chaud. Mais on va le faire quand même à chaud, comme ça on verra bien par la suite si on a un problème. Donc pour ajouter le disque dur, on fait un clic droit sur la machine, on va dans Settings, ou on va dans Settings par la manière qu'on préfère, parce qu'il y a plusieurs façons d'accéder aux settings de la machine sous VMware. Ensuite, on va faire Add. Add un hard disk, puisque c'est un disque dur. Là, on va prendre celui qui recommande. On crée un nouveau disque. Bon, on peut le diminuer si on veut pour repérer la différence entre les disques. Là, le nom, on va le laisser tel quel. On pourrait le changer, mais étant donné que c'est pas un disque dur qui va switcher entre plusieurs machines, c'est pas la peine. Et on fait OK. Là, on attend 30 secondes puisqu'il du coup il fait une petite pause de la machine. Maintenant, effectivement, il y en a plusieurs. Vous avez été voir directement votre disque dur et vous avez vu, tiens, il apparaît pas. Ce qui est normal parce qu'il y a une étape à faire qui est d'aller activer le disque dur la première fois. Donc pour faire ça, on va faire un clic droit sur le bouton démarrer et aller dans gestion de disque. Donc là, si vous l'avez branché à froid, normalement il vous propose directement d'activer le disque. Le ou les disques si vous avez installé plusieurs disques. Ici, il ne l'a pas proposé parce que du coup, on voit qu'il est marqué hors connexion. Donc du coup, pour le mettre en connexion en ligne, on va faire un clic droit et on va cliquer sur en ligne. Et après, il faut initialiser le disque. Donc on refait un clic droit dessus et initialiser le disque. Et ça, c'est cette fenêtre-là qui apparaît la première fois quand vous avez installé un nouveau disque dur à froid. Donc là, on va laisser en GPT, on n'y touche pas. Et maintenant, on voit bien que le disque est en ligne et qu'on a 30 Go non alloués. Maintenant, on va allouer cette partition pour qu'elle soit reconnue par Windows. Donc on fait un clic droit, nouveau volume simple. Ici, on met la taille que l'on veut du volume. Là, j'avais rien précisé, donc on va garder la taille maximum. Ici, c'est la lettre qui va attribuer. Donc ça tombe bien, il a directement mis E. Ici, on peut par exemple lui donner un nom donné, puisque c'est le disque sur lequel on va mettre les données du serveur. Hein? Vous pouvez l'appeler entreprise, mais j'avais pas demandé de l'appeler entreprise. J'avais pas demandé de nom, donc après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ouais, c'est pour pas vous mélanger si vous avez plusieurs disques.
un petit résumé pour revérifier. Ah oui. Ici, ne pas oublier par contre de cocher effectuer un formatage rapide. Sinon, ça va vous prendre du temps à ce qui s'active. Donc toujours vérifier à ce que ça soit coché. Normalement, par défaut, il l'est, mais quand même vérifier. Et il y a un autre moment où on va gérer des disques où ça ne sera pas forcément activé de base. Et donc maintenant, normalement, voilà, on a bien notre disque E qui est vide. Maintenant, du coup, on va lancer le CMD pour pouvoir ajouter. Oui. Ah. Si c'est à chaud, et qu'il est hors connexion, on fait un clic droit sur le disque qui est hors connexion pour le mettre en ligne. S'il est déjà en connexion mais qu'il est non initialisé, on fait un clic droit et on fait initialiser le disque. Oui, là tu laisses en GPT, comme il est. Oui, normalement c'est bon. Après, tu n'as plus qu'à créer la partition elle-même. Donc du coup, on va lancer notre CMD. On va le lancer par contre en mode administrateur. Donc pour ça, on va faire un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Parce que même si vous êtes sur une session administrateur, il faut quand même le forcer à le lancer en tant qu'administrateur. Sinon, il ne prendra pas les commandes correctement. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'on a notre... on va l'agrandir un tout petit peu. Voilà. On voit bien que du coup, on a notre CMD. Maintenant, on va aller chercher notre bloc-notes qu'on a fait juste avant, pendant qu'il était en train de tourner. On va faire CTRL A, CTRL C, ou vous pouvez sélectionner tout et faire clic droit, copier. Enfin, en gros, vous utilisez la façon dont vous préférez pour faire un copier-coller. Un copier déjà dans un premier temps. Moi, personnellement, je préfère le clavier, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, on revient dans notre serveur. Et là, j'ai fait mon clic droit. Donc, ici, on peut voir qui dit que la commande s'est bien terminée pour les créations des différents utilisateurs. En même temps, du coup, on a été dans E. On voit bien qu'il est passé de C à E. Donc, il a bien pris en compte ma commande. Il a créé le répertoire entreprise. Il a été dans le répertoire entreprise. On voit qu'il l'a créé parce que ça, maintenant, on est dans E2 points entreprise. Et là, par contre, on voit qu'il n'a pas exécuté la dernière commande, celle pour créer les employés. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'étais pas passé à la ligne dans mon script, donc il n'a pas pris le entrée. Donc, dans ce cas-là, on fait entrée. Et là, si on fait dire c'est la commande qui vous permet de voir le contenu d'un répertoire. Comment passer vous n'avez pas passer au disque E? Si, c'est la commande E2 points. Ici, là. Ah, vous pouvez juste taper E2 points. Oui, E2 points, enfin, la lettre et 2 points permet de changer directement de disque dur. Il n'y a pas besoin de faire CD. Si vous faites le CD, ça va pas prendre. Parce que du coup, la racine d'un disque dur n'est pas considérée comme un répertoire. Donc du coup, il n'y a pas besoin de mettre de commande devant pour changer. Si je veux revenir à ces 2 points, pareil, je ferai ces 2 points. Pour y accéder. Hein? Oui.
Je pourrais le mettre dans le drive aussi à titre d'exemple de base. Ouais. Je le ferai. Mais voilà, du coup, comme ça, vous n'avez pas perdu de temps, vous avez créé rapidement vos utilisateurs, vous avez créé vos répertoires et tout. Pendant que les machines, vous ne pourriez plus rien faire dessus, bah, vous avez pu quand même avancer, ce qui permet de gagner du temps. C'est pas une obligation, mais ça peut faire gagner du temps. Vous avez fait un copier-coller en fait. Après, j'ai fait un copier-coller, tout simplement. Après, j'aurais pu l'enregistrer en tant que script, l'amener dans l'autre machine et exécuter le script. Ça serait revenu au même. Vous pouvez faire enregistrer en script Je vais le remontrer. pour former. Donc, pour enregistrer en un script, on va faire fichier, enregistrer sous. Ici, on va faire tous les fichiers. Et ici, on va mettre script.bat. Bat, c'est parce que c'est l'extension des commandes du CMD, des scripts du CMD. Juste ton exécuteur, il a les droits pour créer les. Ouais. Après, après, une fois qu'on sera sur la machine où on veut le lancer, il faut l'exécuter aussi en administrateur. Parce que tant que tu l'exécutes pas en administrateur le script, il n'aura pas les droits. Même si tu es sur une session administrateur. Parce que par défaut, il lance le CMD en mode non administrateur. Même dans une session administrateur. Donc vous faites un enregistré. Et si vous l'avez mis sur le bureau, vous savez que vous êtes bon parce que vous avez cette icône-là. Au lieu d'avoir une icône de bloc-notes, vous avez une icône d'engrenage, ce qui signifie bien que vous êtes sur un script. Clic droit dessus, sur le non alloué. Nouveau volume simple. Ça te met quoi? Et la première ligne n'est pas en grise? N'est pas en noir? Ouais. Et après tu suis. Vas-y. Oui. Ça veut dire qu'on crée un répertoire make directory entreprise. Tu crées un répertoire qui s'appelle entreprise. Parce que dans l'énoncé, je demandais un répertoire entreprise dans lequel on allait mettre les répertoires des utilisateurs dedans. Après, le CD, c'est pour rentrer dans le répertoire entreprise qu'on vient de créer. Et une fois qu'on est dans le répertoire entreprise, on crée les différents répertoires qu'on veut à l'intérieur. Donc j'en voulais un pour chaque compte que j'avais créé. Après, si vous le faites en script, par contre, dans ce cas-là, il est mieux de rajouter pause à la fin. Parce que le pause va vous permettre d'éviter que la fenêtre se ferme avant que vous ayez eu le temps d'avoir le résultat des messages. Parce que comme nous, on l'a lancé directement dans le CMD qui était allumé, il s'est pas fermé. Mais quand on lance un script, dès qu'il a fini ses commandes, il ferme la fenêtre de CMD qu'il avait ouvert pour exécuter ses commandes. Donc si vous aviez des erreurs sur les messages, vous n'avez pas forcément le temps de les lire. Donc en général, sur un script, sauf si on est sûr de son coup, on met pause. Comme ça, on peut revérifier plus tranquillement nos résultats. Après, si on est sûr de ce qu'on a, des commandes qu'on a mis et tout, c'est pas forcément obligatoire. Mais c'est juste un confort de l'avoir quand même pour revérifier. Et pour l'utilisateur, c'est un admin. Hein? Oui. Pour créer les utilisateurs, faut que vous exécutiez de toute façon en administrateur. Oui. Oui.
Là, pour l'instant, à partir d'ici, on a juste créé les utilisateurs. Pour l'instant, c'est que des utilisateurs standards qu'on a créés. Effectivement, maintenant, il va falloir mettre le compte Stan que j'ai créé, qui était votre compte avec votre prénom. Lui, il va falloir le mettre en administrateur. Mais on va le faire, lui, directement par l'interface graphique ce coup-là. On va pas le faire à partir de là. On pourrait, mais des fois, il y a des problèmes de conversion entre les noms français et tout. C'est pas toujours très clair, donc des fois, il y a des problèmes de transfert. Donc, pour donner le membre, pour le mettre en administrateur, on va le passer par le graphique. C'est ce qu'on va faire tout de suite, d'ailleurs, comme ça sera fait. Donc maintenant qu'on est sur l'AD, on peut aller dans Outils et aller dans Utilisateur et ordinateur Active Directory. Avant, on ne pouvait pas, parce que tant qu'on n'est pas passé en contrôleur de domaine, on est sur un ordinateur standard, en fait, un ordinateur local. Même si c'est un serveur, tant qu'il n'est pas dans le domaine, il reste ordinateur classique. Donc on va Utilisateur ordinateur Active Directory. On retrouve du coup notre domaine, ou nos domaines s'il y en a plusieurs. Et si on va dans User, on va bien retrouver les différents utilisateurs que l'on a créés. Administrateur, directeur, employé 1, 2, secrétaire, Stan et vente. Du coup, on avait dit que c'était juste l'utilisateur avec votre prénom qui était du coup dans le membre de admin du domaine. Les autres sont des utilisateurs du domaine classique. Donc, pour changer le rôle, on fait un double clic sur le prénom, sur le nom de la personne, du compte qu'on veut. On va sur membre de. Et ici, on va faire ajouter. Donc là, deux possibilités. Soit on fait avancer et rechercher pour avoir tous les groupes et utilisateurs, enfin tous les groupes en l'occurrence, qui existent sur le serveur actuellement, pour trouver le bon. Donc en l'occurrence, ça va être admin du domaine qui nous intéresse. Deuxième possibilité, vous connaissez une partie du nom du groupe. Du coup, on va taper admin par exemple. Ou tiens, je vais changer, je vais taper domaine. Et on fait vérifier les noms. Bon, évidemment, ça ne marche pas avec domaine. Donc on tape admin. Et ici, il vous montre tous ceux qui commencent par admin. Et on retrouve justement ici admin du domaine, qui est celui qui nous intéresse. Une fois qu'il est marqué là, on fait OK. Et là, on voit bien qu'il est admin du domaine. Comme il est membre de admin du domaine et de utilisateur du domaine. Et les autres, on peut vérifier, on peut prendre un employé. Et ici, si on va dans membre 2, on voit qu'il est bien utilisateur du domaine. Parce qu'on l'a créé l'utilisateur après avoir créé le serveur AD et d'avoir fait la promotion du serveur. Que si vous aviez utilisé la commande qu'on avait fait là, le net et tout, ça serait à la base des utilisateurs locaux qui ne seraient peut-être pas forcément correctement retransférés dans le domaine. Voilà. Donc avec ça, on a créé tous les utilisateurs, on a bien mis les bons rôles, on a créé le disque dur, on a créé le répertoire entreprise et on a mis les répertoires dedans.
Donc du coup, maintenant on va revenir en arrière, on va gérer notre DHCP et notre DNS. Donc du coup, on va installer le rôle DHCP, puisqu'on voit que le rôle DNS, il a été installé automatiquement avec l'AD. Donc du coup, pas besoin de le rechercher. Il est déjà là. Donc du coup, maintenant on va prendre le DHCP. On ajoute les fonctionnalités qu'il propose. D'autres fonctionnalités supplémentaires, on n'y touche pas. Donc là, éventuellement, redémarrer pareil parce qu'on est en serveur de test. Mais normalement, de toute façon, il n'y a pas besoin de redémarrer. Enfin, je crois pas. Donc on va le laisser finir là. Là, pas la peine de forcément switcher avec autre chose puisque normalement, il est assez rapide à s'installer. Voilà. Je vais remontrer après. Je finis DHCP et je remontre une autre façon de créer les répertoires de façon classique. Voilà. Ici, du coup, il faut faire attention, parce que c'est là que souvent qui peut poser un problème. C'est qu'ici, il vous fait une notification pour terminer la configuration du serveur DHCP. Donc là, des fois, vous pouvez l'oublier ou il peut y avoir un problème à ce niveau-là. Donc là, on va faire terminer configuration DHCP. On fait suivant. Et ici, ça c'est quand vous allez, par défaut, il vous met celui de la session actuelle. Donc là, je suis sur administrateur. Le problème va plutôt se faire des fois quand vous essayez de l'activer avec un utilisateur que vous avez créé. Donc là, je vais essayer avec le mien. Et on va voir s'il passe. C'est un administrateur de domaine. Ouais. Pour un administrateur de domaine, mais même des fois quand on l'est, ça valide pas toujours correctement. Donc là, je vais essayer avec le mien et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Autorisation du serveur DHCP, échec. Donc, quand vous avez ça, vous faites refermer et vous refaites terminer la configuration DHCP. Parce que la preuve, c'est qu'il vous le met en rouge. Donc, tant que vous ne refaites pas et que ce n'est pas validé, vous n'arriverez pas à lancer votre serveur DHCP. Donc ça, c'est un problème assez récurrent. Donc, il faut bien penser à vérifier que ça passe bien. Donc, dans le pire des cas, parce que là, au moins, si vous voulez être tranquille, vous faites suivant. Et vous vous connectez, vous utilisez comme identifiant l'administrateur. L'administrateur, qui est celui de compte de base de créer, lui, vous êtes sûr que ça va passer. On n'a pas l'accès à... Normalement, il faut qu'à ce moment-là, tu utilises comment ça s'appelle, un utilisateur qui est le rôle, a priori, il parlait d'utilisateur DHCP ou de gestionnaire DHCP. Tu peux donner à un utilisateur juste, il a droit de gérer que le DHCP, par exemple. Et c'est ceux-là qui peuvent avoir l'autorisation de passer là-dessus. Donc voilà, si vous avez un doute, vous utilisez directement administrateur comme compte. En général, là, au moins, vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème. Donc là, je valide. Et là, ici, vous voyez, autorisation du serveur DHCP, terminé. Et donc là, maintenant, mon DHCP, je peux y aller et je sais que je vais être en vert. Gestionnaire DHCP. On retrouve ici, on voit bien que IPv4 est bien en vert. Et qu'il y a déjà des options, mais pour l'instant, il n'y a pas d'étendue. Donc on va faire un clic droit. Nouvelle étendue.
ici, on va l'appeler, je sais pas, DHCP V4, comme vous voulez. Description, c'est pas obligatoire. Oui. Pour aller à ce menu-là? Pour aller à ce menu-là. Donc, vous pouvez aller dans Outils, DHCP, ou vous pouvez cliquer sur DHCP dans la liste et faire clic droit pour avoir le gestionnaire DHCP. Donc, du coup, clic droit, nouvelle étendue, quand on a trouvé IPv4. Nom DHCP V4 par exemple. Les descriptions ne sont pas obligatoires. Adresse de début. Donc, on sait que de toute façon, on est à 192.168.25. Maintenant, après, pour le chiffre suivant, là, effectivement, je n'avais pas précisé de plage. Ça, en général, ça sera à vous de décider la plage. Mais il ne fallait pas commencer à 1, puisque le 1 est déjà utilisé par le serveur comme adresse. Donc, il va y avoir un conflit s'il essaye de donner l'adresse 1. Pareil, du coup, il faut éviter l'adresse 2, puisque l'adresse 2, c'est votre passerelle. Du coup, c'est pour ça que je conseille, vous prenez carrément, vous partez à 10. Comme ça, vous êtes sûr que avant, vous n'avez pas, comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème avec des choses. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exercices où je vais vous dire qu'en plus, il y a des imprimantes ou des trucs fixes qui sont déjà à différentes adresses. Donc après, à vous de gérer par rapport à ça. Et du coup, ouais. Hier, je vous avais demandé que la passerelle pouvait être comprise dans les contenus. Alors peut-être que si j'ai dit ça, c'est peut-être que j'ai mal compris. Alors, autant pour moi. Peut-être que j'ai peut-être mal compris le truc. Donc non, la passerelle c'est pareil. C'est considéré que c'est un serveur, c'est un point fixe, donc il n'est pas à inclure dedans. Ou alors je pensais que tu parlais des exclusions, peut-être. Mais du coup, non, la passerelle, pareil, vous ne l'incluez pas dans le DHCP. Ensuite, on fait suivant. Ici, on indique s'il y a des informations qu'on veut retirer, des adresses qu'on veut retirer. Ici, normalement, si vous avez bien pris le bon choix, il n'y a pas le problème. Il n'y a pas besoin de mettre de choses. Le bail, j'avais rien précisé de particulier, donc vous pouviez le laisser à 8 jours. Tant que je ne précise pas, vous pouvez laisser par défaut, ou si vous changez, vous pouvez changer. C'est pas... En fait, pour les adresses exclusives, on peut mettre l'étendue, on peut commencer à 25A, enfin A, Ouais. mais on les met dans les deux, 25A et 25B, on les met T'aurais pu aussi, dans ce cas-là. Mais du coup, fallait... Ça fait pas 20 alors. Hein? Du coup, ça t'aurait fait 18. Ou alors, sinon, il fallait que tu compenses avant de mettre 2 de plus par rapport au nombre que tu allais mettre. Donc oui, c'est une autre possibilité. Mais à ce moment-là, il faut vérifier par rapport au nombre. Si c'est un nombre serré, il faut bien penser à les rajouter. Donc le bail, tu vois. Maintenant, les options. Oui. Dans le menu de Allo, exclusion et de retard. Oui. Ça a rapport à le retard. Le retard, bonne question. Je l'ai déjà vu. Ça, c'est pendant pour la requête, pour savoir c'est peut-être, je crois, ça doit peut-être pouvoir dire à ce moment-là, justement, gérer si tu as plusieurs serveurs DHCP. S'il y en a un que tu veux qui prenne la priorité, tu dois pouvoir retarder là, tu ne retardes pas les adresses, je crois que tu retardes carrément le serveur. Là, si tu le changes, s'il y en a 5 serveurs et qui sont tous décalés de 5 millisecondes en plus par rapport aux autres, du coup, il va interroger dans l'ordre des DHCP. Normalement, ça, par rapport à ce que je lis là, ça retardera la transmission d'un message DHCP offer. C'est-à-dire, DHCP offer, c'est quand il dit moi, je peux te donner une adresse.
Mais le retard sera appliqué sur Sur le, HTTP qui ont oui, pas. sur le DHCP que sur cette plage de DHCP là. Donc les options qu'il ne faut pas oublier de configurer. Alors l'adresse IP ici, c'est la passerelle par défaut. Donc du coup, on va mettre la passerelle qu'on a aussi indiquée pour notre serveur. C'est-à-dire 192.168.25.2. Surtout, ne pas oublier de faire ajouter. Parce que si vous faites suivant, ça ajoute pas automatiquement. Donc il faut bien valider manuellement le fait d'ajouter. Ensuite, on fait suivant. Ici, c'est pour les serveurs de DNS. Donc, on a déjà le nôtre qui a été créé, donc il l'a reconnu automatiquement. Et on va rajouter aussi celui de la passerelle. Parce que lui, du coup, le nôtre, il va connaître que les adresses qu'on va lui avoir données. Il ne va pas connaître les adresses externes. Donc, il faut un point pour relier si on veut continuer à avoir Internet. Pareil, ne pas oublier de faire ajouter. Et on fait suivant. Après, on pourrait rajouter encore d'autres DNS. On pourrait rajouter 4 x 1, qui est un DNS externe en plus. Donc ensuite, on fait suivant. Le WINS, on n'y touche pas, c'est lié au nom des NetBIOS des ordinateurs en IP. Il n'y a pas besoin. Donc on fait suivant. Et là, il nous demande si on veut activer l'étendue. Donc si on est prêt à ce que cette étendue soit utilisable, à ce moment-là, on peut l'activer tout de suite. Si on a d'autres choses qu'on veut régler avant que le serveur puisse donner des adresses, à ce moment-là, elle l'active pas tout de suite et il faudra l'activer à la main par la suite. Pour la zone, là, vous avez mis quoi? Vous avez mis La zone, l'étendue. non, non, après. Le DNS là, Domaine par. ça domaine parent, oui, c'est le domaine, c'est pour dire à quel domaine détient le DNS en gros. Si tu avais plusieurs domaines, il faudrait dire sur lequel ça va jouer. Mais étant donné que là on est dans le domaine SAN RF et qu'il n'y en a qu'un seul, Oui. il n'y a pas de problème, hein. Tu le laisses tel quel. Et si je vis rien de tout, ça passe? Vous pouvez. Enfin, obligé. Non, il y a marqué vous pouvez. C'est pas, a priori, ça serait pas obligatoire. Moi, c'est déjà dans l'arbre de. Mais il est déjà dans l'arbre, donc je pense que ça devrait passer, mais par habitude, vaut mieux le laisser. Comme ça, en plus, je crois qu'après, de toute façon, ça t'indique, quand tu fais l'IP-config, qui a donné les informations plus précisément que si tu le mets pas. Donc là, on va activer tout de suite l'étendue. Voilà. Donc là, on est en vert, notre étendue est faite. Du coup, maintenant, si on veut le tenter, on peut aller dans le Virtual Network Editor. Maintenant, on va désactiver le DHCP de VMware. Parce que comme ça, au moins, on est sûr que c'est pas lui qui va répondre en premier, comme il sera désactivé. Oui. Mais après, l'autre, c'est pas toujours besoin de le désactiver, c'est aucun problème de l'adresse IP multiple. Maintenant, je vais aller sur mon Windows 10 standard, qui du coup, lui, avait eu une adresse via VMware, du coup. Puisque notre serveur n'était pas actif à ce moment-là. Donc là, vous voyez, il a détecté cette
StanRF maintenant. C'est StanRF qui lui a donné des informations. Donc du coup, on fait oui, puisqu'on est sûr que c'est ce réseau-là qu'on veut. Maintenant, du coup, on va dans le CMD. IP config. Et en fait, je pense que là, si tu n'avais pas mis de domaine parent, Karim, normalement, ici, la suffixe DNS de la connexion, ça ne serait pas apparu, cette ligne-là. Puisque là, on retrouve le StanRF. Et je pense que si tu ne mets pas le domaine parent, ça doit rien t'afficher, ou ça ne doit pas t'afficher la ligne. Donc là, on voit l'adresse qu'il a donnée. Il a donné la 25.10, donc ça correspond bien à notre début de plage DHCP. Le masque de sous-réseau, il l'a adapté. La passerelle, il l'a adapté. Et si on fait un ipconfig /all, on voit bien que le serveur DHCP, c'est bien le 25.1. C'est pas le 25.2 qui était du coup celui qui était à la base créé par VMware. Et donc on voit bien les différents serveurs DNS qui sont accessibles. Et on voit aussi la durée du bail. Donc on retrouve toutes les informations et on voit bien que du coup c'est bien notre serveur DHCP qui a réagi. Il y a une étape, ça s'arrête pas. Il a quitté le réseau Comment il l'a détecté tout à l'heure? Ouais. C'est parce que comme du coup j'avais déjà coupé celui de VMware et qu'en fait la machine n'était pas encore totalement démarrée, et du coup il avait perdu la liaison avec le VMware. Du coup il a redemandé une nouvelle adresse IP. Il a redemandé une nouvelle adresse IP par le DHCP. Et comme du coup notre serveur c'était le seul maintenant qui tournait, c'est notre serveur qui l'a trouvé. Parce que on est sur le parce qu'on est sur le réseau NAT aussi. Ah, c'est dirigé vers DHCP. Oui, il s'est dirigé vers le nôtre. Non. Là, celle-là, c'était la standard, parce que j'en demandais une en standard aussi, dans l'énoncé. Pour moi, ça Ça marche pas. Attends, je rejetterai un œil après. Alors, attends. Non, on va arrêter.